Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, très heureux de vous retrouver dans le cadre de votre émission Profondeur. Tout à l'heure, je vais vous présenter les invités qui sont devant moi pour aborder le sujet qui est le nôtre. Alors, lorsque vous observez ce qui se passe sur nos routes, qu'est-ce que vous constatez? Moi, quand il m'arrive de regarder les images qui défilent devant moi, je constate qu'il y a un désordre parfait sur nos routes à Kinshasa. Et de temps en temps, bien entendu, conséquence, des morts. Devons-nous vraiment continuer à déplorer ces morts qui meurent sans doute par méconnaissance ou de temps en temps aussi par distraction? C'est assez rare, mais surtout par ignorance. Je dis non. Nous allons aborder ce sujet aujourd'hui pour que nous essayions, un tant soit peu, de changer la manière de voir les choses, que nous changeons notre manière de conduire, que nous changeons nos manières de nous faire transporter. Ne pas hésiter à dire au chauffeur: non monsieur, ce que vous faites, cette manœuvre ne s'effectue pas. Pour animer cette émission, j'ai avec moi monsieur Gazon, mais non, monsieur Modeste Bodigaba. Modeste, bonsoir, bonjour. Bonsoir. Vous voyez dans quel élan d'enthousiasme je suis, au point de confondre votre haute personnalité avec celle de cette autre personnalité qui n'est autre que monsieur Gazumba. Monsieur Gazumba, bonsoir et bonjour. Bonjour et bonsoir. Donc cette émission qui commence par cette tonalité de bonne humeur, en fait, c'est une émission qui devait être dramatique. Au lieu d'en sourire, nous devrions en pleurer. Quel est votre constat, monsieur Modeste Bonigaba, lorsque vous conduisez, lorsque vous êtes au volant de votre voiture et que vous circulez sur la ville, sur Kinshasa, même Lubumbashi, c'est la même chose? Le constat, c'est lequel? Le constat, c'est que on est franchement dans une, j'allais dire une anarchie organisée, mais pas du tout, elle n'est pas organisée. On est en pleine anarchie. Parce que le minimum de discipline que chaque conducteur doit observer n'est pas respecté. Donc, on se dit, ici, on a oublié que le code de la route a été institué pour que chacun se comporte selon ce code-là. Et à partir du moment où il n'y a plus respect du code, eh bien, c'est l'anarchie. Or, les engins, quand ils se rentrent dedans, c'est effectivement, ça laisse des dégâts énormes. Donc, on doit revenir à l'observance de cette discipline, du respect de ce code, si on veut éviter les morts dont vous parliez en introduction de cette émission. Monsieur Ganzumba, et vous, votre constat? Tout aussi amer, bien entendu. Tout à fait, parce que c'est les désordres qu'on constate dans ce secteur de trafic en milieu urbain est conséquent des personnes qui vivent en ville maintenant. Depuis une certaine époque, il y a des mélanges qui sont hétérogènes, si je dois un peu faire allusion à la chimie, puisque les gens de toutes catégories sont mélangés dans un même espace. Les gens de toute provenance, de toutes les conditions sociales et surtout de toutes les conditions d'instruction et d'éducation. Parce que si on doit remonter jusqu'à l'époque coloniale, l'ordre qu'on peut rapporter à cette époque-là
était conséquent de la manière dont le colonisateur classifiait les citoyens. Si vous regardez les avenues des quartiers tels que Yolo, dans la commune de Kalamou, ou Matete, vous allez voir que les avenues, les petites ruelles étaient également asphaltées, mais elles sont de dimensions moindres par rapport aux dimensions des avenues à la Gombe ou dans d'autres communes. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que pour les Belges qui nous colonisaient, l'ordre dans la cité était que dans ces quartiers-là n'habitaient que les utilisateurs de vélos. Or, maintenant avec l'indépendance, les gens qui achètent des voitures habitent aussi et les utilisent aussi dans ces espaces-là, mais qui étaient conçus pour les vélos au départ. Alors maintenant, quelque chose par laquelle je vais clôturer mon propos à ce stade-ci, c'est la catégorie des personnes qui conduisent les véhicules. Généralement, c'est des gens qui ont été d'abord receveurs de ces véhicules-là, des taxibus ou autres, et puis ensuite qui sont devenus des assistants chauffeurs. Et puis quand ils ont un peu de revenus, un semblant de connaissance de la conduite automobile, ils économisent de l'argent pour aller acheter de permis de conduire, sans concours, sans examen, de tous ordres. On ne peut pas évaluer leur degré d'instruction, par conséquent leur maîtrise du code de la route, mais il n'y a que le seul geste qui compte pour que ces personnes aient des permis, c'est de les acheter, de payer pour les avoir. Et lorsqu'ils les ont, puisqu'elles ne sont pas très instruites, puisqu'elles ne sont pas bien éduquées sur la route, ça va se faire sentir par un comportement tout à fait irrationnel. Oui, lorsque moi j'arrivais pour la première fois à Kinshasa, nous sommes dans les années 72, venant de Lubumbashi, j'avais peur de prendre le volant à Kinshasa parce que je me disais, bon, c'est une grande ville et puis c'est difficile. Mais lorsque je suis revenu, venant de Paris, j'ai constaté qu'on roulait n'importe comment. Donc, qu'on roulait comme on marche, en fait. Hein. Vous marchez, je dis, tiens, dans ce désordre, je peux me débrouiller. Donc, on ne fait pas attention au code de la route. Et lequel code lui-même, pour le respecter, encore faudra-t-il qu'il existe. Je signale aux téléspectateurs que nous avons invité à cette émission le président de la Commission nationale de prévention routière, qui a accepté de bon cœur de venir à l'émission, qui hier encore m'a appelé pour confirmer qu'il participerait à l'émission. Nous sommes désolés de constater qu'il n'est pas là pour les raisons qui lui sont propres. Nous déplorons cette situation parce qu'il détient par devers lui beaucoup d'informations qu'il aurait pu nous livrer en termes de statistiques. Et tout cela, je suis désolé, j'espère que d'ici la fin de l'émission, il se présentera. Je commence à en douter puisque je l'ai appelé à 3 reprises. J'ai même eu la surprise de constater qu'il m'avait fermé le téléphone au nez, ce qui n'est pas très recommandable et très gentil non plus. Alors, écoutez, quand vous constatez sur le boulevard, par exemple, qu'il y a des gens qui ne savent pas qu'on ne dépasse pas à droite, mais c'est une aberration grave. Il faudra peut-être leur expliquer pourquoi. Parce que vous êtes au volant d'une voiture, vous dépassez quelqu'un par la droite, alors que c'est interdit, il faut dépasser par la gauche, toujours par la gauche. Mais vous êtes tout simplement inconscient parce que vous risquez de perdre votre vie. Vous avez constaté autre chose. Peu déplorable également, Monsieur Modeste. Les conducteurs vont jusqu'à prendre la voie inverse. Parce que tout simplement,
ils estiment qu'ils ne peuvent pas attendre un peu que leur voie se dégage, ils prennent la voie inverse. Donc c'est vraiment aller au-devant d'un télescopage avec le conducteur qui vient de l'autre côté. Donc là, on se dit, comme le disait notre ami Gazumba, que tout cela est le produit d'une histoire. En 60, on hérite d'un pays où il y a de l'ordre, il faut respecter, il faut ceci, etc. Vous parliez de Lubumbashi. Quand vous êtes arrivé ici 12 ans après l'indépendance, il y avait encore ces petits restes-là de réflexes qu'on avait acquis pendant la colonisation, qui faisaient que on était encore assez respectueux de certaines règles. Mais avec le temps, ces générations de jeunes qui étaient devenus chauffeurs parce qu'ils avaient payé son permis, et non, ça n'a rien à faire de tous ces problèmes de dépasser à droite ou à gauche. Surtout que le gendarme qui est censé réprimer et faire respecter le code, il vit finalement sur la bête. Ce chauffeur-là est discipliné. Il sait que chaque jour, il doit prévoir quelque chose pour le charger du respect, justement, du code de la route. À partir du moment où il a déjà l'officier ou le policier chargé de réprimer, il l'a dans sa poche. Vous comprenez qu'à ce moment-là, ça devient difficile, très difficile de vivre et d'espérer que tout le monde va respecter des règles alors qu'il n'y a personne pour les faire respecter. Ceux qui sont censés le faire sont en réalité, et ce n'est pas, quelque part, ce n'est pas de leur faute, parce que combien gagnent-ils? Mais là, on retombe dans le débat de tous les jours. Nous avons, en fait, une situation qui est tout simplement, comment dirais-je, anormale. Parce que vous avez un fonctionnaire que vous ne payez pas correctement, et vous vous étonnez qu'il puisse chercher à arrondir ses fins de mois autrement. À ce moment-là, Monsieur Gazumba, on retombe dans le problème de tous les jours. Oui. Le problème, c'est... Vous avez parlé de code, Monsieur Kibambi, le code. C'est-à-dire une réglementation. Dans tous les États du monde, depuis que les États existent, il y a les préceptes que les gens doivent observer, qui sont connus ou pas connus. C'est pour ça que nul n'est censé ignorer la loi. C'est une expression qu'ils ont adoptée parce que, effectivement, les lois, lorsqu'elles sont prises, elles sont promulguées par l'autorité suprême, elles sont vulgarisées par les autorités intermédiaires pour que tous les citoyens puissent les appliquer de la même manière partout sur les territoires qui sont concernés, des pays qui sont concernés. Mais en plus de ça, M. Kibambi, il y a le gendarme. Comme le disait M. Bonigaba, il doit y avoir le gendarme. Je prendrai pour exemple la caricature du gendarme dans Le Gendarme de Saint-Tropez, le film qu'a tourné Louis de Funès et ses camarades. Mais c'est pour vous montrer, pour pousser, c'est une caricature de la société française pour savoir quelles sont les infractions qui peuvent être commises et de quelle manière l'autorité, le gendarme, qui est l'autorité de terrain, peut les réprimer. Donc, d'où le scénario de ce film-là, de Gérard Houry ou quelque chose comme ça. Alors, vous voyez que lorsque on déstructure la société en supprimant le gendarme et que le gendarme devient même au service des personnes qui transgressent les règlements, mais c'est pour tomber dans n'importe quoi. Ouais. C'est pour tomber dans n'importe quoi. Donc à l'origine, je crois que ce n'est pas de la faute de ces conducteurs, non, c'est de la faute de manque de répression. De répression. Parce que la répression, regardez, lorsque quelqu'un de bien et de bonne foi commet une infraction
ou bien pseudo-infraction, puisqu'il n'y a plus de panneaux de signalisation, etc. etc. Lorsque vous commettez une fausse manœuvre, le policier qui va vous arrêter, s'il réellement il ne vous a pas dans la peau, il va vous sortir la litanie de toutes les infractions que vous avez commises. Et pourquoi il va pousser le bouchon trop loin? C'est pour augmenter les enchères. C'est-à-dire que, soit vous constatez avec lui que vous êtes gravement en faute, pour que ce que vous allez proposer comme arrangement soit à la hauteur de ses espérances, ou alors il vous menace de vous conduire au poste. Mais généralement, pour des personnes qui ont été prises dans ces cas-là, lorsque vous allez au poste, le monsieur n'énumère pas vis-à-vis de son chef les mêmes infractions qu'il vous a reprochées sur la route. Il affabule, il dit vous lui avez insulté, manque de respect vis-à-vis de l'homme en uniforme, de l'agent en uniforme. Il raconte n'importe quoi pour aggraver la situation parce que les infractions deviennent imaginaires. Elles doivent profiter à celui qui représente, qui est revêtu de l'autorité de l'État, ce qui ne devrait pas être le cas. Alors, dans ce méli-mélo de manque de code vulgarisé, de manque de signaux de signalisation, enfin, des panneaux de signalisation sur les routes, où le gendarme se sert au lieu de servir l'État, ça explique tout. Oui, mais tout à l'heure, vous me parliez des gens qui sont venus ou de villages, mais il y a aussi des personnalités, des personnes tout à fait respectables qui sont derrière leur voiture et devant se trouve un conducteur qui, la nuit, vous déverse ou vous envoie du 100 mètres au vu de ce personnage que le chauffeur transporte. Mais comment se fait-il que vous constatez, vous, que votre chauffeur envoie du 100 mètres à la voiture que vous allez croiser et vous le laissez faire, mais il vous conduit à la mort? Est-ce parce que vous ne savez pas non plus que quand vous vous dépassez, il faut y aller tout au moins à du 50 mètres? Si vous permettez que je réponde, M. Kibambi. Généralement, les gens instruits et évolués chez les communs des mortels à Kinshasa, surtout les chauffeurs, on les appelle les je les connais. Donc il est fort dans le métier qu'il exerce, dans le boulot qu'il fait tous les jours, mais il est censé être ignorant par rapport au fait de conduire un véhicule. Et souvent, c'est aussi vrai. Hein? Souvent, les gens qui finissent l'université, qui prennent des fonctions, qui achètent des voitures, souvent, ces personnes-là aussi achètent des permis. Cette observation que vous faites à propos de conduire avec 100 mètres, mais le chauffeur va trouver, vis-à-vis de son patron, le chauffeur va avoir raison. On fait ça comme ça. Lui aussi, il a mis les 100 mètres. Donc, il va avoir raison par rapport à son propre patron. Et souvent, le patron qui est assis derrière n'a pas l'attention tournée vers la circulation. Il ne voit pas bien derrière où il est que son chauffeur est en train de rouler sur une longue période de temps avec 100 mètres qu'il doit éclairer, qu'il doit actionner dans des circonstances bien précises pour les endroits où il y a plein d'obscurité, où il y a plein d'obstacles, pour justifier les 100 mètres, les 100 mètres au lieu de 50 mètres. Donc, et puis ces chauffeurs-là, ils vont avoir tendance à avoir raison sur les patrons. Ils vont dire, nous on fait ça comme ça. Regarde, même quand vous êtes chez les mécaniciens, vous avez déjà vécu cette expérience-là à Kinshasa. Essayez de vous montrer
attentif à ce que le mécanicien est en train de faire à votre propre véhicule. Alors que c'est vous qui allez payer, il va vous dire, nous on fait ça comme ça. Cette pièce-là d'ailleurs, elle est inutile, on peut même la supprimer, vous dira-t-on. Et ils finissent par être convaincants. Vous avez un commentaire par rapport à... Oui. Oui, mais en fait, nous sommes nous sommes en train de parler d'un cas précis, mais qui nous renvoie à la problématique générale du maintien de l'ordre. Le maintien de l'ordre, c'est le pouvoir régalien de tout État digne de ce nom. Mais pour que l'ordre soit maintenu et respecté, il y a des conditions. À partir du moment où vous n'êtes pas scrupuleux, rigoureux dans ce qui doit être fait pour que l'ordre soit maintenu, ne soyez pas étonnés, ne commencez pas à vous plaindre lorsqu'effectivement vous trouvez vous-même l'autorité dans une situation tout à fait désagréable où on ne sent plus où se trouve l'autorité de l'État. Donc c'est là où nous sommes aujourd'hui. Nous avons pris cet aspect-là, mais c'est lorsqu'on veut regarder autour de nous, on verra que c'est pratiquement dans tous les domaines du maintien de l'ordre, on sent qu'il n'y a pas de cette autorité qui veille à ce que l'ordre soit respecté. Mais j'ai constaté récemment un autre genre de policier motorisé, très très discipliné. Je ne sais pas si vous vous promenez aussi de temps en temps de nuit. Vous constatez des motards habillés en bleu avec des nouvelles motos qui, eux, me semblent être sortis d'une très très bonne école. Ils viennent là où il y a des problèmes, ils règlent la circulation, et ils partent. Ils font... vous n'avez jamais constaté ça? Si. C'est un nouveau corps de police qu'on a créé pour... parce que les gens qui commettent les infractions avec les véhicules de plus en plus petits, notamment les ketch auxquels vous avez fait allusion, avaient l'habitude, ainsi que les motards, les wewa, comme on les appelle communément à Kinshasa, avaient l'habitude de s'échapper par des petites ruelles. Oui. Alors, je crois que la police s'est organisée pour avoir aussi une police motorisée et spécialisée dans la recherche de ce genre d'infractions pour poursuivre les gens, même dans les petites ruelles, pour qu'ils n'aient pas des chances de s'échapper. Je crois que c'est une innovation. C'est une bonne idée. Innovation. Donc, et les gens qui sont versés dans ces services ont dû recevoir une formation spécifique. Voyons avec le temps si ça va durer. Oui, mais moi je pense que, et c'est l'objectif de cette émission, c'est quand même qu'on s'évite tous ces morts. Parce que vous parlez des Wewa, ici on les appelle comment? Wewa. On les appelle les Wewa. Oui, parce que vous parlez des Wewa. Mais il y en a trop, les ketch. Hein? Il y en a trop maintenant, vous ne l'avez pas constaté? Mais Kibambi, pour répondre à votre question. Et trop et toujours trop. Je crois que le problème a été effleuré par Modeste Bonigaba. Le problème qu'il y a, c'est lequel? Tout procède de la manière dont l'État est organisé. Les Wewa, ce sont des opérateurs de transport privés. Et comme dernièrement, il paraît qu'on qualifie tout le monde qui se donne un travail, on considère que c'est un travail qui est répertorié, c'est ça qui a contribué à réduire le chômage à 40%. On a pris aussi les indépendants, donc les gens qui ont des ligablos au coin de rue, les conducteurs de Wewa ou de ces gens comme ça. Mais lorsqu'on va mettre un holà à ce système, vous allez entendre dans certaines chaînes périphériques, enfin, certaines chaînes de télévision, les gens dire, c'est comme les mamans maraîchères quand on devait les déloger de la pépinière de Bandalongo, ils disaient, mais c'est notre gagne-pain, on a élevé les enfants avec ceci, mais il n'y a plus de compagnie, on ne nous donne pas de travail, où voulez-vous qu'on aille se débrouiller? Et puis, petit à petit, le pouvoir recule, et par rapport à un certain désordre qui va devenir grandissant. Alors, je vais sauter à un autre sujet. Regardez les commerçantes qui vendent
des fruits et des légumes par terre et des denrées par terre. Mais combien de fois ne dénonce-t-on pas ces histoires-là? La police passe, elle ramasse ces marchandises, elle punit ces gens provisoirement, mais le lendemain, il y a des marchés un peu partout, parce que lorsqu'on va toucher à ces gens, ils vont dire il n'y a plus de compagnie, c'est comme ça que c'est notre gagne-pain, vous ne pouvez pas nous l'enlever. Psychologiquement, l'autorité recule, il laisse faire. Or, en Belgique, en France, en Angleterre, vous n'allez pas vous autoriser ce qui est interdit, quel que soit le motif que vous évoquez. Vous avez l'impression qu'il recule parce que tous ces gens-là sont des personnes qui vont aller aux élections demain? Je ne vais pas jusqu'à dire ça, mais lorsque on se sent une certaine culpabilité, on fait des histoires pour de ne pas trop ouvrir la boîte de Pandore. Vous écriviez quelque chose. Oui, c'est parce que je voulais répondre à la question que vous veniez de poser. Vous dites, mais il y a trop de véhicules, trop de motos. Oui. C'est vrai, parce que par rapport à la voirie que nous avons là, à part quelques petites améliorations, par exemple le boulevard du 30 juin et le boulevard Lumumba, mais nous avons la voirie des années 60 qui est toujours là. C'est-à-dire que le nombre de véhicules a été multiplié peut-être par 100 ou par 1000, mais la voirie, elle est toujours... D'ailleurs, on n'a même plus toute la voirie des années 60. Regardez, vous prenez Cabinda ou Kabambare, toutes ces routes-là sont impraticables. Donc, nous n'avons pas compris qu'il fallait continuer à développer le réseau urbain, le réseau routier urbain, pour répondre à la demande qui allait chaque jour, chaque année croissante, augmentant. Donc, c'est normal qu'aujourd'hui on se sente complètement à l'étroit, on étouffe, les embouteillages sont dans tous les coins, parce que tout simplement, la voirie n'a pas suivi. Lorsqu'on avait annoncé qu'on allait ouvrir une route de l'aéroport jusque vers la baie d'Ngalieba, qui longerait le fleuve. Oui. Mais là, c'était une solution magnifique pour désengorger un peu ce coin-là. Mais manifestement, c'était, comme souvent, juste une annonce. Oui, mais alors, est-ce qu'il n'est pas temps de nous adresser également à ceux qui empruntent ce genre de mode de transport? Il est quand même de la responsabilité de ceux qui prennent les bus appelés communément, parce qu'il en existe toujours, esprit de mort, quand même de dire au chauffeur qui visiblement s'est drogué ou a pris un verre de trop, attention, vous allez trop vite. Non, c'est pas possible. Dernièrement, au mois d'avril de l'année dernière, je crois, je revenais de Kikwit par bus, et les conducteurs de bus roulaient tellement vite qu'il y a eu des passagers qui ont commencé à protester. Oui. Et les accompagnateurs donc il y a parfois des travailleurs de la compagnie qui ne sont pas en service, mais qui sont quand même dans le bus. Et il y en a un qui a dit à l'attention de cette dame qui protestait, parce que le conducteur ne conduisait pas bien, elle dit, celui-là, il faut vous abstenir de lui faire des reproches, parce que il va persister, il va dans sa façon de conduire. Ce n'est pas parce que vous lui faites des observations qu'il va changer. Mais Monsieur Kibambi, vous avez circulé dans Paris. Mais lorsque il y a le transport en public de tous ordres, la RATP a le métro, elle a les bus, etc., etc. Donc, et puis, ce sont des compagnies appartenant à l'État. Donc, les conducteurs sont obligés d'avoir des attitudes par rapport et à leurs engins et aux passagers qu'ils utilisent. Mais ici, les citoyens sont laissés à leur merci. C'est comme les esprits de mort.
Qui prend l'esprit de mort? Les gens en désespoir de se rendre quelque part. Parce qu'ils savent très bien que c'est dangereux de les prendre. Mais ils n'ont pas mieux. Et on sait qu'ils n'ont pas mieux. Puisqu'on le sait, c'est pour ça qu'ils ont trouvé les alternatives avec l'esprit de Transcom et des histoires comme ça. Le gouvernement y réfléchit. Et dernièrement, hier, j'ai suivi à la télévision, justement, les députés ont interpellé le responsable de la voirie urbaine. Ils ont promis d'interpeller les ministres des TP. Et puis ils sont arrivés au constat que la voirie, pour répondre un peu à ce que M. Modeste Boningaba a dit tout à l'heure, c'est depuis plusieurs années, 5 au moins, que la voirie urbaine n'a plus de budget. Il n'y a rien qui est prévu au budget national pour la voirie urbaine. Alors que les besoins sont évidents, qu'il y a des choses à faire, que ce soit en réparation, en restauration ou bien en nouveauté. Alors s'il n'y a pas, on n'affecte pas l'argent à cela, comment voulez-vous que les pauvres dirigeants de l'OVD résolvent le problème de la voirie? Moi, je pense qu'il y a aussi, que c'est également j'ai un chat dans la gorge, c'est aussi de la responsabilité de la population que nous sommes. Aussi, hein. Pourquoi? Parce que, mais il y a quand même des bus. Si nous voulons arriver à l'heure, 7h30, pourquoi ne pas nous réveiller un peu plus tôt, papa, au lieu de toujours être pressé, hein? Moi, je constate qu'on est toujours pressé parce qu'on n'a pas le sens, on n'a pas dans notre ADN le sens du temps, papa. Je décide de ne pas prendre les esprits de mort, eh bien, je me réveille tôt pour prendre le premier bus et y arriver à temps. Et le premier bus, j'en ai fait l'expérience un jour, ils partent presque vides. Papa, enfin... Oui, effectivement, il y a aussi, il y a un peu de tout ça. C'est-à-dire que nous-mêmes, les usagers, nous avons notre part là-dedans. Et comme vous parlez de bus, moi je crois qu'effectivement, l'avenir devrait s'inscrire dans surtout les transports en commun. Parce que manifestement, on ne va pas construire des routes pour qu'il y ait 5 millions de voitures ici qui roulent dans la ville. Mais si on développe justement la politique du transport en commun, le pouvoir public peut effectivement nous pousser à de temps en temps laisser nos voitures à la maison. Oui. S'il y a des véhicules convenables, aujourd'hui il y a un début avec le transport qui est là, mais on peut imaginer même un cran au-dessus des véhicules, des autocars plus confortables qui pousseraient la plupart des automobilistes qui habitent loin à prendre un véhicule convenable où il peut s'asseoir et lire son journal pendant le trajet. Oui. Et seulement en week-end, il prend son véhicule. Oui. Mais là, il faut qu'il y ait une politique bien pensée où on voit effectivement qu'il faut, à terme, arriver à résorber ou à réduire le nombre de véhicules sur nos routes. Parce que si on ne le fait pas, eh bien tout le monde chacun veut avoir son véhicule alors qu'il n'y a pas de route pour tous ces véhicules. Vous me rappelez, et on va dans le mur. Vous me rappelez une anecdote que j'ai vécue quand je faisais mon stage à RFI à l'époque. Quand je vois le rédacteur en chef dans le métro, je suis surpris. Mais enfin, c'est tout à fait... On arrive après le conseil de rédaction, je dis, mais je vous ai vu dans le métro, vous rédacteur en chef. Il dit, mais c'est transport en commun. Vous voulez que je dépense, vous savez où je reste, je reste en banlieue. C'est normal que je puisse laisser ma voiture à la gare, je prends mon transport en commun confortablement et j'arrive à la maison de la radio. Vous voyez, l'esprit congolais, tout de suite, je suis surpris qu'un rédacteur en chef prenne un transport en commun, alors que ça devait être tout à fait normal. Voilà. Moi, je suis, vous aussi, sidéré de constater, surtout du côté où j'habite, qu'il meurt chaque jour beaucoup plus de Wewa. Et ça n'émeut plus personne.
Je crois qu'il y a une formation à faire, il y a une éducation à faire, comme nous sommes en train de la faire, malheureusement, en l'absence du président de la CNPR, dont c'est le rôle, justement, d'essayer de participer à l'éducation de cette population en lui donnant des consignes ou en lui donnant des informations que nous n'avons pas pu donner parce que, sans doute, n'étant pas des professionnels en la matière. Votre conclusion, nous allons terminer cette émission que nous dédions à tous ceux qui nous regardent et qui sont conducteurs ou chauffeurs. C'est pour vous que nous sommes en train de nous époumoner pour que demain vous soyez vivants, que ce que vous transportez soit également vivant demain. Hein? Ne roulez pas à tombeau ouvert, suivez le petit code que vous pouvez suivre, tout ce qui existe, le peu qui existe. Votre conclusion, monsieur Bonigaba? Nous ne pouvons qu'encourager le pouvoir public à aller de l'avant dans la conception de la politique de transport dans ce pays. Parce que, apparemment, c'est laissé un peu à chacun pour soi, chacun se débrouille comme il peut, alors qu'il faut penser cette politique. Il faut réfléchir sur comment on va déplacer des milliers, des millions de personnes dans les années qui viennent sans créer des embouteillages monstres, parce qu'on y est déjà. Si on ne fait rien pour essayer d'organiser ce secteur, on va au-devant de difficultés insurmontables. Votre conclusion? Et non pas le problème par la queue. Je veux dire par là, n'examinons pas les épiphénomènes, examinons plutôt les phénomènes. Or, hier j'ai entendu un député dire « Les infrastructures de la ville de Kinshasa, ex-Léopoldville, c'est quasiment les mêmes qui étaient prévues par les colonisateurs pour 400 000 habitants. Et nous sommes 12 millions. » Le chiffre est de ces députés que j'ai suivis encore hier. Comment voulez-vous que depuis 60 jusqu'à maintenant, nous avons toujours... quelques améliorations quand même. Bon. Attendez, nous avons un ministère du plan qui doit tout planifier. Que ce soit sur le plan des écoles. L'autre jour, nous étions ici avec le Dirkaba qui dit on a construit 1000 écoles. Mais on part d'où? On fait quelle évaluation pour arriver à décider que 1000 écoles? En économie, on dit si vous n'atteignez pas le seuil de signification, ce que vous faites ne répond à rien. Or, pour 80 millions d'habitants, quand on considère les déficits en nombre d'infrastructures scolaires, 80 millions d'habitants, c'est quelle population ça? Du pays tout entier. Parce que le nombre d'écoles... Pourquoi vous allez vite? C'est encore 70, papa. Alors, si c'est 70, c'est tout proche de 90. Alors, de toutes les manières, pour Kinshasa, en tous les cas, c'est qu'on constate, quel que soit le chiffre, parce qu'il n'y a pas de recensement officiel, c'est qu'il y a trop de monde pour les peu de routes qu'il y a. Il y a trop de véhicules de tout genre pour comment dirais-je, pour les infrastructures et la population qu'il y a. Donc, il y a une saturation visible. Même si je me trompe dans les chiffres, le plus important, c'est le constat qui a nécessité cette émission. Le constat est que les gens ont du mal à se déplacer et qu'on se déplace, plus la population de ceux qui se déplacent dans un espace réduit, et plus la population est importante, plus c'est comme les atomes en chimie qui s'entrechoquent, ça finit par chauffer. Ce que vous constatez, les morts et tout, c'est que ça chauffe. Ça commence à chauffer. Non, ça commence pas, ça chauffe déjà. Ça chauffe déjà très fortement. Oui. Donc pour réduire, on doit soit... Il y a un projet de la nouvelle ville. J'ai entendu ça chez un député a même parlé de Mbakana, beaucoup plus loin encore. Donc on peut construire une nouvelle ville sur 5000 km² au moins pour qu'on puisse mettre les gens à l'aise
D'accord. Pourquoi les gens sont obligés de venir en ville? Pourquoi ils s'agglutinent sur parce qu'il y a un marché central en ville, il y a les ministères en ville, il y a les hôpitaux en ville. Et donc les gens ils sont contraints d'aller vers ces endroits-là pour des besoins divers qui sont gérables quand même. À moins que M. Bonigaba ait un dernier mot, on va conclure. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, en guise de conclusion, je voudrais par exemple parler des coins comme enfin des embouteillages. Moi, je constate quand je vais chez moi, je ne dirais pas où, qu'il y a des embouteillages qui sont effectivement créés par les policiers. Vous vous rendez compte, on vous fait un pont. D'abord, vous ne connaissez pas quel est le poids que ce pont peut supporter, et vous êtes surpris de constater que sur ce pont se trouvent 10 camions chargés de sable et de moellons et tout ça. Mais moi, je pense que les autorités policières devraient aider la population en faisant en sorte que des ponts, puisque nous sommes à l'heure des embouteillages, que ces ponts-là, que les militaires, pas les militaires, les policiers chargés de faire observer l'ordre de ce côté-là, puissent faire en sorte qu'il ne se trouve pas sur ce pont 10 camions chargés à ras-bord de produits lourds comme du moellon et tout cela. Et je crois que tout le monde ne pourra que bien s'en trouver. Nous avons terminé cette émission, mais nous vous invitons à continuer la discussion gentiment avec les policiers qui sont à côté, avec les conducteurs qui sont à côté, afin que nous puissions tous parler le même langage, l'État, les pouvoirs publics, les citoyens, les conducteurs, et nous nous en porterons que mieux. Merci d'avoir suivi ce numéro. Le prochain, à la semaine prochaine, nous regrettons encore une fois l'absence du président de la CNPR, qui ne s'est pas excusé, qui a tout simplement brillé par son absence. Nous le déplorons très fort. Bonsoir et à la semaine prochaine.